Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nous écouter ce matin. Et puis avant de démarrer, merci beaucoup à l'organisation Agile en scène de nous recevoir et de nous donner du temps pour vous raconter un projet qui nous a mobilisés avec Veolia sur le début de cette année. Alors avant d'entrer dans le détail, on va bien sûr prendre le temps de se présenter. Et Jean-Laurent, je te donne la main. Oui, donc bonjour à tous. Donc moi je suis de Veolia, Veolia Environnement au niveau du siège. Je travaille dans l'IT et je m'occupe de data et de digital. Voilà. Je peux parler, oui. Bonjour à tous. Donc moi je suis de Devoteam, je suis Frédéric Fleury, je suis directeur conseil au sein de Devoteam. Je porte une activité autour de ce qu'on appelle la product stratégie et j'ai développé une compétence particulière dans ce qu'on appelle pompeusement l'intelligence collective. Je pourrais revenir, si ça vous intéresse, sur ce que c'est. Et je passe la parole à Elsa. Merci. Et donc moi, je m'appelle Elsa. Je suis chez Devoteam également. Je suis leader d'un collectif de 330 proxy PO, Product Manager. C'est un collectif qui s'appelle Devoteam Creative Tech, la tribu Business and Product Management. Et donc, je fais aussi partie de cette tribu moi-même, puisque sur la mission dont on va vous parler là, j'étais Product Manager avec les équipes de Veolia. Alors, quelques éléments de contexte sur Veolia, son métier et son ambition. Je te passe la main. Bon, je pense que vous connaissez tous Veolia. Donc, c'est un très grand groupe français, leader dans son domaine. 37 milliards, hein, on vient de faire une fusion avec Suez, 220 000 personnes, 3 métiers principaux, l'eau, les déchets, l'énergie, très décentralisé, hein, à peu près partout dans le monde. Hein, il y a plus de 50 BU, on est organisé en géographie, donc 50 on va dire, pays ou regroupements de pays. Vraiment, la France représente qu'une petite part. C'est important pour tout ce qu'on va se dire. Et puis, la volonté d'être le leader de la transformation écologique. Bon, si on travaille de recyclage de l'eau et de l'énergie, a priori, ça paraît assez logique. Voilà. Donc, je vais parler un peu plus du contexte. Donc, la première chose, je vais vous parler donc du digital et de l'IT chez Veolia. Donc, on revient en 2020. 2020, il y a un nouveau DSI chez Veolia et qui nous donne comme objectif de faire 10 solutions digitales en 3 ans. Voilà, c'est ça l'objectif. L'idée, ce n'est pas forcément de les faire, mais c'est vraiment d'entraîner toute l'IT du groupe de manière à pouvoir progresser, que ce soit en méthodologie ou même en qualité de delivery. Voilà. Il faut savoir aussi qu'il n'y a pas d'entité digitale chez Veolia. Il y a ce qu'on appelle la Digital Core Team, qui est un comité de 6 personnes, à peu près 6-7 personnes, qui viennent de direction fonctionnelle du siège et qui aident à la transformation digitale. C'est une mission parmi d'autres. Bon, il y a quelqu'un de la RH, il y a quelqu'un de l'IT, c'était moi. Et puis, il y a des gens, des opérations, du client, etc. etc. Voilà. Donc, la première chose qu'on a fait, c'est un planning. Hein, c'est assez simple. Hein, il y en a 10. Hein, donc, il faut en faire. On fait ça par vague. On en fait en 2, 3 par vague, en 3 ans, on va dire 4 hein, en 3-4 ans. Et on arrive à faire 10 en 2023. Hein, bêtement. Avec un système, on peut peut-être passer à la slide suivante. Avec un système assez simple. Hein, on fait un appel à candidature, on scope, on réalise. Hein, on réalise en agile pur. D'accord. Ce qui est intéressant, c'est quand on est au siège, une DSI siège, et qu'on veut étendre des solutions à l'ensemble des pays du monde, on se heurte à plein de difficultés. Alors la première, c'est on a le syndrome, et je pense que ça a dû arriver aussi dans pas mal d'entreprises représentées ici. Premier syndrome, c'est qu'on a plein de POC. On avait 50 POC, mais pas grand-chose qui rapportait de l'argent ou pas grand-chose de déployé. Deuxième syndrome, quand on est une filiale d'un grand groupe, on dit oui au groupe
mais on fait un peu ce qui nous plaît. Hein. Donc l'idée d'essayer d'imposer les solutions en disant c'est le directeur général qui a dit, ça, on a un oui mais ça marche jamais. D'accord ? Donc on a complètement inversé le process. Hein, et pour ça c'est simple, il faut être client-centrique, moins cher, meilleur. Très simple. Hein. Et donc il faut que ce soit les BU qui viennent nous chercher et qui viennent nous dire on veut, voici une de solutions, financez-la nous, mettez vos équipes de manière à ce qu'on puisse non seulement le mettre chez nous, mais le déployer dans le monde entier. Hein. D'où un appel à candidature, qui est la première phase, très, avec vraiment, on va pitcher au niveau du siège, hein, on doit avoir au moins 3 BU impliqués, et on demande un financement. Hein, donc on les aide avec des gens spécialisés dans la recherche d'investissement, ils vont chercher un investissement, ils vont aussi chercher une équipe. Hein, une équipe qui leur apportera de la qualité, de la fiabilité, des engagements tenus. Voilà. Le scoping assez classique. Hein, scoping qui va jusqu'au MVP. On va dire disons, l'année suivante assez précise, un grand effort d'architecture, et on lance la sauce. Voilà, le projet durant 1 an et demi, 2 ans. Voilà, la réal. Je pense qu'on peut continuer. Donc, sur la vague 3, ce qui est la dernière vague, qui est la vague de l'année dernière, 3 slots de libre. On a eu 14 candidats, 3 élus. Donc, c'est la Digital Core Team qui vote. Hein, et le choix, c'est sur 3 solutions. Donc, Water Resource Advisor, dont on va parler un peu plus. Hein. Basiquement, on cherche à travailler sur l'eau comme ressource rare. Hein. Donc, vraiment, Water Scarcity. Factor. Alors, Factor, c'est une solution qui vient... Qui gère dans les usines les cahiers de quart complètement digital. Alors pour des usines, on en a plein dans le monde. Hein. Dans des usines, ne sont pas tout le temps, il n'y a pas beaucoup nécessairement de digital dedans. Donc tout est beaucoup de papier, donc des usines de taille moyenne. Le fait de pouvoir digitaliser les carnets de quart, ça permet une chose très simple, ça permet d'avoir les premiers indicateurs de fonctionnement de l'usine de manière automatique et non pas sous Excel. Voilà, hein. C'est une solution ancienne qui vient de la partie ouest France et qu'on a packagée et qui s'est déployée de manière très très forte en fait. On doit avoir 200-300 usines aujourd'hui dans le monde avec cette solution. Et puis GreenPass 4.0, bon, c'est la solution décarbonation de Veolia. Voilà. Donc je vais faire un zoom sur Water Resource Advisor, hein, puisque c'est le sujet de cette réunion. Alors, l'idée, ça paraît génial, non ? Hein, on va mettre du digital pour que quand vous ouvrez le robinet en été, il y ait de l'eau. Voilà. Alors, évidemment, donc, quand on a eu la présentation, expliquer que c'est un point important, que l'eau, ça devient une ressource rare, qu'il faut mieux la gérer, et que c'est tout ça, je pense qu'on est tous d'accord. Hein. Voilà, c'est super. C'est aussi, si on sait faire ça, c'est un avantage compétitif. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, on se dit, le digital là-dedans, qu'est-ce que ça fait ? Et ce n'était pas forcément très très clair lors de la présentation. Alors, combien il demandait, c'était clair, hein, mais comment ça allait être fait et à quoi ça considérait. Le sujet, tout le monde était d'accord. Le marché potentiel, tout le monde était d'accord. Mais bon, ce n'était pas complètement clair. Personnellement, j'ai voté contre. Hein. Mais bon, on était 6 et finalement la solution a été choisie. Tu peux passer à la slide suivante. Et donc, en fait, le premier sujet, et vraiment le premier sujet, c'est de se dire... Alors, ils avaient aussi plein de business units de plein de pays qui disaient « ouais, on est intéressé ». Enfin, « ouais, on est intéressé », ça ne va pas forcément dire que les gens vont jouer le jeu, qui vont participer. On exige des BU qui participent, qui s'engagent à aller jusqu'à un pilote, donc ils le mettent chez eux, chez un client ou sur une de leurs usines. Hein. Une fois qu'on a dit ça, donc, on s'est retrouvé quand même avec une situation où on a fait pré-cadrage, cadrage, hein, c'est donc ce dont on va parler, parce que finalement,
tout le monde était d'accord sur le sujet. Tout le monde était d'accord pour dire que ça coûtait cher aussi. Hein. Personne, et tout le monde disait aussi que ça pouvait faire apporter beaucoup d'argent, mais personne n'était complètement d'accord sur ce que c'était exactement d'utiliser du digital pour améliorer la gestion de la ressource de l'eau sur une région. Voilà. Donc ça, c'était les challenges qu'on avait à relever dans le cadre du cadrage, et c'est là où on a fait appel. Donc on appelle d'offres pour nous aider à Devoteam. Merci Jean-Laurent. Alors effectivement, le premier challenge auquel on a été confrontés ensemble avec Veolia, ça a été de mobiliser les bonnes personnes pour conduire ce pré-cadrage. Alors l'objectif, en 2 mois et demi, il était très simple mais très compliqué aussi, c'était de passer de cette grande idée, cette idée qui a priori faisait sens et on avait un objectif marché clair, à très concrètement comment on l'opérationnalise et comment on en vient à avoir une solution qu'une majorité de pays achètent, enfin en tout cas sur lesquels ils sont prêts à se committer à déployer. D'abord, on s'est posé la question de créer un collectif, puisqu'en fait, on adressait à la fois des questions qu'on appelle, nous, de product strategy, c'est-à-dire quel va être le bon produit, quelle va être la proposition de valeur, quel va être le business model autour de ce produit, et puis ensuite d'aller de plus en plus vers des activités de product implementation, comment ce produit-là, comment cette idée, on l'implémente dans une organisation complexe, parce que Veolia est un grand groupe dont le métier historique n'est pas le digital. Donc créer un nouveau produit dans cette organisation, comme le disait Jean-Laurent, décentralisé, c'est déjà pas simple. Quel est le modèle, l'operating model autour de cette solution, quel est le modèle de coopération entre les BU, entre le siège, et puis comment on implémente le produit dans une architecture SI très complexe, jusqu'à des activités de product delivery, concrètement, comment on réalise le produit. Et donc, la multitude d'enjeux a fait qu'on a eu besoin de monter avec Veolia un collectif pluridisciplinaire qui est composé d'une, je vais appeler ça d'une core team, d'un noyau dur de personnes qui sont engagées sur cette solution. Donc là, comme vous le voyez, on va du domaine leader de l'eau chez Veolia, qui a eu un sponsorship très fort et qui a été clairement engagé opérationnellement tous les jours pendant cette phase, en plus du portefeuille d'autres solutions digitales sur les métiers de l'eau qu'il avait à gérer. On a également, donc moi je suis intervenue comme product manager, et puis bien sûr on ne crée pas cette solution digitale sans avoir dans l'équipe des experts métiers. Voilà, sans aller dans le détail de l'organisation de Veolia, il est nécessaire pour penser cette solution de s'entourer d'hydrologues, d'hydrogéologues qui ont une expertise rare et qui vont nous aider à identifier comment on peut créer de la valeur accélérée par le digital sur une expertise métier qui fait toute la valeur ajoutée de Veolia sur son marché. Donc forcément, on a beaucoup travaillé ensemble. Quand on pense création d'un nouveau produit, évidemment, Jean-Laurent en parlait aussi, la user centricity est clé. Parce que voilà, on peut faire le meilleur produit du monde. S'il n'est pas pensé pour rencontrer son marché et ses utilisateurs, il reste sur l'étagère et il ne se passe rien. Donc, dans l'équipe, on a aussi mobilisé des compétences du X-Design et puis, plus on allait vers la phase opérationnelle, du e-design, de personnes qui nous ont aidés à penser, et on va y revenir avec Frédéric dans la méthodologie, qui sont les utilisateurs, ce qu'ils attendent de la solution. Et puis, bien sûr, on s'est entouré aussi de plus en plus vers la phase opérationnelle, de profils techniques, d'architectes, puisqu'il y avait aussi tout un enjeu autour de l'implémentation de la solution dans l'écosystème, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, bien sûr, cette core team, elle a travaillé avec une multitude de parties prenantes chez Veolia, et très fortement avec les fameuses BU, qui sont les pays, puisque pour obtenir un commitment d'un pays qui dit « je mets tant sur la table pour financer du run à tel horizon et je déploie sur tant de sites », il faut qu'on construise avec eux. Si on arrive en fin de boucle en leur disant « voilà qui achète »,
évidemment, il y a moins de personnes qui achètent. Alors, pour vous donner un premier aperçu global de comment on a découpé le travail sur cette période de 2 mois et demi, on a eu 2 grandes phases, des questions les plus stratégiques aux questions les plus opérationnelles. La première phase sur laquelle Frédéric va revenir, ça a été une phase d'alignement sur l'ambition, le marché et la gouvernance. Alors quand on a dit ça, on a tout dit. Dans cette phase-là, justement, c'est comment on a réussi à ouvrir les réflexions pour diverger avec tous les pays, avec tous les experts, en atelier, et puis ensuite comment on travaille pour reconverger sur ce que la solution va être dans un premier temps. Ces phases de divergence et convergence, je pense que vous les connaissez bien. Elles sont indispensables pour affiner la vision. Et puis vous voyez que petit à petit, on est tombé dans la deuxième phase, qui a été très concrètement, une fois qu'on est d'accord sur une proposition de valeur et sur un business model, comment on estime l'effort et concrètement comment on y va. Et puis là encore, on a eu des allers-retours entre ces 2 phases, puisque plus on affinait le concret dans la phase 2, plus on rebouclait avec les pays pour confirmer qu'ils étaient en phase sur la proposition de valeur de plus en plus concrète, et puis pour avoir aussi une voiture balai, pour remettre dans la boucle des nouveaux pays qui avaient dit non en début de cycle, et puis finalement, comme ça devient concret et comme on sent que ça va se faire, ben ça nous intéresse. Donc en fait, c'est pas parce qu'un patron de BU dit non au tout début de la phase qu'il ne faut pas le remettre dans la boucle, parce que quand ça s'affine, en fait, on a des pays qui se désengagent et d'autres qui se réengagent. Et maintenir ce momentum, ça a été un énorme effort sur la deuxième partie du scoping. Et puis ensuite, comment on prépare la troisième phase, qui est la phase de go to real. Sous-entendu, comment on garantit qu'on a une équipe produit qui est on board, avec le bon mix profil et une bonne connaissance des éléments stratégiques de l'amont, la proposition de valeur, les épiques, pour qu'au premier jour du premier sprint, ils puissent commencer à travailler. Et qu'on n'ait pas ce moment de latence, qu'on connaît beaucoup, où en fait on a un collectif qui a cadré quelque chose, qui a défini une vision, et puis un lundi matin on se retrouve, bonjour, c'est le début du premier sprint, de quoi est-ce qu'on parle? Et là, le premier sprint, c'est en fait un sprint d'onboarding, qui est du coup un sprint 0, et pas un premier sprint. Je te passe la main, Frédéric, pour aller dans le détail de la première phase. Avec plaisir. Je vais essayer de vous raconter un petit peu concrètement comment ça s'est passé, cette première phase. Là, vous avez une planche qui rappelle les objectifs. On les a déjà définis, donc je ne vais pas y revenir. Moi, j'avais un objectif à titre personnel, c'était d'embarquer cette équipe multidisciplinaire. Veolia, comme vous le pressentez, regorge d'expertise, regorge de gens qui ont une vision très précise de leur métier, de l'attente de leurs clients. Mais cette expertise, elle est très diversifiée et il faut arriver, comme tu le disais, Elsa, à faire converger tous ces gens qui ont une vision très précise, mais aussi très diverse. Et dans la première phase, il s'agissait de cadrer, parce que moi je ne suis pas un expert de l'eau, cadrer un petit peu quel pouvait être finalement ce champ des possibles. Et c'est sur la base d'un certain nombre d'entretiens avec toutes ces personnes pour essayer de comprendre individuellement quelles étaient leurs visions, au pluriel, quelles étaient les contraintes auxquelles ils s'attendaient, au pluriel également, et à partir de là, essayer de trouver une sorte de plan commun sur lesquels on allait pouvoir travailler de façon collective ensemble. Donc ça, c'était la première phase autour de ces entretiens individuels, très classiques, mais qui sont indispensables pour avoir une vision, une compréhension du métier, un cadrage des différents objectifs possibles, de ce champ des possibles qu'il va falloir restreindre progressivement et aussi essayer de faire sortir toutes ces expertises de leur vision pour provoquer l'échange, provoquer la créativité et de ces confrontations bienveillantes, on va dire, faire naître le projet et le besoin, le produit futur. Donc, au-delà de ces interviews individuelles, on a ensuite essayé de regrouper dans des ateliers ces différentes visions et sur la base de Canva, que vous connaissez, de Design Thinking, s'appuyer sur ces outils qui sont
finalement un langage commun entre, on l'a dit, des équipes très multidisciplinaires, donc des gens du métier, des gens de la technique, des gens du digital, qui n'ont pas forcément ce langage commun de fait, de créer en fait cette convergence via ces templates qu'on a mis à leur disposition et qu'on a animés. Voilà. Donc le résultat, avoir défini une vision et une ambition commune, faire converger, mais qui ne soit pas juste un plus petit dénominateur commun, mais un meilleur dénominateur commun. Tu l'as appelé le minimum lovable product, c'est ça? Pour quand même rendre positif cette histoire de compromis, parce qu'un compromis, ça a toujours une valeur un peu péjorative. Là, il s'agissait de trouver quand même le meilleur pour tous. Donc c'était comme ça qu'on a pris le sujet. Alors si je rentre un petit peu dans le détail de cette première phase, on s'est appuyé sur un canevas de Value Proposition Canvas. Je pense que vous connaissez, mais si je reviens 2 secondes sur la vertu de ce canevas, c'est de remettre le client au cœur de la problématique. Toujours le client au centre du besoin, du produit. Et ça a l'air d'être une évidence, ça fait 20 ans, 30 ans qu'on répète ça à toutes les sauces, et pourtant on s'aperçoit que le premier réflexe de tout humain, c'est d'oublier. C'est cette bonne pratique. Donc on a mené des ateliers justement en s'appuyant là-dessus, en se disant mais finalement, à qui vous vous adressez? Quels sont les segments de clients qui sont vos cibles et que vous voulez adresser? En l'occurrence, on avait identifié une dizaine de segments différents, avec des niveaux de granularité qui sont peut-être un petit peu fines. Et puis on s'est concentré sur 3 segments particuliers que vous voyez ici. C'est les municipalités, qui sont le client naturel de Veolia, que ce soit les élus ou les équipes au sein de ces municipalités qui gèrent l'eau. Ce sont des autorités aussi de gouvernance de l'eau, des institutions qui ont pour mission de surveiller, superviser, anticiper les crises, pour voir si l'eau est suffisamment présente et de bonne qualité dans nos régions. Et puis les opérateurs sont les équipes de Veolia techniques qui, elles aussi, ont des besoins de pilotage, d'information, etc., qui pourraient être des clients potentiels à une solution de management de la ressource d'eau. Donc on s'est concentré sur ces 3 segments, et à partir du moment où on a identifié les segments, à partir du moment où il y a consensus sur « oui, ce sont à ces personnes-là qu'on veut proposer cette solution », c'est beaucoup plus facile de rentrer ensuite dans ce canevas qui va nous permettre, vous voyez là, il y a 3 canevas qui correspondent à ces 3 segments, de dire pour chacun de ces segments, essayons de définir précisément le besoin, quelles sont les attentes, quelles sont les difficultés rencontrées, quelles seraient les propositions qui pourraient répondre à ces attentes, et par symétrie, définir la proposition de valeur que la solution peut fournir. Voilà, en très rapide. Sur les grands core use cases, c'est finalement les grandes catégories de propositions de valeur auxquelles on pourrait arriver et qu'on va ensuite, bien sûr, détailler beaucoup plus précisément. Donc, manager les ressources de façon durable, optimiser la production et la performance, et ça s'adresse peut-être davantage aux opérateurs naturellement, mais en fait pas seulement. Et puis anticiper les changements climatiques. Donc ce sont les grandes catégories de use case, et évidemment à l'intérieur de ces catégories il y a une très très grande diversité de fonctionnalités qu'on peut imaginer. Tu me fais un signe, il faut que j'accélère peut-être. Je vais aller plus vite. Donc très rapidement, une fois qu'on a la proposition de valeur, on va rentrer dans le modèle économique, parce que vous l'avez compris dans ce qu'on vient de vous présenter, les différentes BU ont toutes un intérêt ou pas, et cet intérêt ou pas, il est lié aussi au coût de la solution et éventuellement au revenu qu'elle peut engendrer. Et donc c'est un cheminement d'aller-retour finalement entre je suis intéressé mais j'ai plein de contraintes, comment gérer ces contraintes et comment imaginer ensemble, collectivement, grâce à des canevas notamment, la mécanique qui va permettre de financer ce projet. J'en dis pas plus, je vais accélérer. Hop. Voilà, et là vous avez une sorte d'illustration des différentes sous-briques par rapport à ces 3 use cases que j'ai évoqués. Et puis dans la dernière ligne, là vous voyez un certain nombre de grands macro-fonctionnalités
de visualisation, de monitoring, de reporting, d'alerte, j'en oublie, qui permettent d'anticiper, de prédire, d'analyser. Voilà. Il y a plein de fonctionnalités qui peuvent être imaginées et sur lesquelles il va falloir travailler pour se concentrer. Et là, je vais laisser la parole à Elsa qui va vous expliquer comment on a fait. Merci Frédéric. Donc effectivement, on ressort de cette phase avec un grand consensus sur ce qu'il faudrait que la solution soit. Et puis ensuite, de ce qu'il faudrait qu'elle soit à ce qu'on est capable de faire et ce qu'on va faire dans un premier temps, là on entre sur... Donc on a divergé, on a convergé, et puis on va entrer dans l'entonnoir qui va nous permettre d'aller scoper le périmètre qu'on va délivrer en priorité. Donc là, on a commencé, donc, toutes les macro-fonctionnalités que Frédéric a terminé par vous présenter, on les a ensuite creusées, donc vous les retrouvez en haut, et on les a ensuite creusées dans ce qu'on a appelé des épiques, qu'on a assez simplement dans nos métiers, priorisés sur un axe valeur, effort. Et en fait, pour faire ça, on a eu 3 cycles pluridisciplinaires avec les BU, et puis avec, bien sûr, des architectes, des tech leads, notamment pour évaluer la notion de faisabilité. Ensuite, on a représenté ces épiques dans cette forme géométrique pour identifier ce qui était le plus proche du centre. Et donc là, on a eu ce travail avec les 7 pays et puis doucement de 7 on est monté jusqu'à 14 pays pour identifier ce plus grand dénominateur commun qui était celui qui intéressait le plus de BU. Et ce plus grand dénominateur commun, on a décidé de l'appeler un minimum lovable product. Pourquoi, alors je vais revenir à ça après, pourquoi minimum lovable product et pas viable? Déjà puisque, au-delà du viable, il y a une dimension de ce que le marché est prêt à acheter. Et le marché est prêt à acheter ce qu'il va avoir envie et besoin de consommer. Donc déjà, parce que par définition, on allait au-delà du viable, techniquement. Et puis aussi, on a décidé collectivement de faire bouger un petit peu les murs des habitudes des équipes sur les solutions digitales pour justement aller titiller un petit peu sur la notion de user centricity. Et justement marquer le coup en disant qu'on ne se contente pas de faire des solutions qui soient viables, on fait des solutions qui rencontrent un marché. Et donc c'est peu de choses les termes, mais en fait, ça fait réagir. Et faire réagir, c'est doucement prendre des virages. Donc voilà comment on a travaillé. On a beaucoup parlé de comment on a travaillé avec les pays, donc je ne vais pas m'étendre. On a identifié, on a catégorisé les pays en 3 cercles, de ceux qui étaient les plus engagés à ceux qui étaient intéressés mais pas prêts à s'engager à court terme. Et puis, bien sûr, on a obtenu des engagements par année, des montants, que bien sûr on ne peut pas partager, mais des montants annuels sur lesquels chaque pays était prêt à s'engager. Voilà, on est sorti du scoping avec ces éléments-là, donc à la fois des éléments marché et puis à la fois des éléments très opérationnels avec une liste d'épiques priorisées. Bien sûr, l'histoire ensuite elle a continué puisque de ces épiques ont été déclinés des user stories et puis la préparation du premier sprint comme je le disais tout à l'heure. Donc vous voyez que d'une idée, on est petit à petit allé sur une phase d'opérationnalisation avec la mise en place, bien sûr, de toutes les pratiques agiles bien connues déjà chez Veolia et puis sur lesquelles voilà, les équipes ont continué de monter en compétences, surtout sur la dimension de user centricity. Voilà, je te laisse la main pour la conclusion, Jean-Laurent. Désolé pour la mise en forme qui a un tout petit peu bougé. Pas de problème. Donc effectivement, hein, moi, il y a 2 choses, je pense, principales qu'on peut retenir de cette expérience. Hein. Le premier point, c'est vraiment l'idée de faire une solution assez rapidement, hein, puisque la solution sortira cette année, sortira sur le marché, hein, complète et qui répond vraiment à une attente d'un client. Mais c'est plus qu'une attente en réalité, hein. Il faut vraiment séduire. Actuellement, il suffit, vous avez tous des applications grand public, simplicité, séduction.
Les gens, ils y vont parce que ça leur fait plaisir ou parce que ça ne suffit pas que ça réponde, surtout dans le digital, hein, je pense que c'est une des différences avec l'IT, ça ne suffit pas que ça réponde à un besoin métier ou à une nécessité de l'entreprise. Si les gens trouvent que ça ne leur plaît pas, ils n'y vont pas et ce n'est pas utilisé. Le deuxième point important, c'est, et vous l'avez vu, hein, tout est fait en vague, en itératif. Hein. Le processus d'apprentissage est constant et doit être, et chaque année, je dirais, il faut remettre, tirer ce qu'on a fait de l'année précédente, voir les problèmes, relancer et refaire mieux. La vague 3, là, on est à la vague 4, hein, c'était là la vague 3. La vague 3 est meilleure que la vague 2, qui est meilleure que la vague 1. Essayer de tout faire, il y a une question de maturité, essayer de tout faire bien du premier coup, ça marche pas trop, la marche peut être, en tous les cas chez nous, la marche est trop haute, et donc c'est petit à petit qu'on arrive en travaillant évidemment avec nos utilisateurs, petit à petit à monter en gamme et en qualité de ce qu'on peut faire. Voilà. Merci à vous, je pense qu'on peut les applaudir, Veolia et Devoteam.